Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, nous retrouverons Catherine pour 10 minutes chronique, Annie et ses lieux-dits, et Christine pour sa rubrique des spectateurs. La rubrique des spectateurs. « 12 janvier 2020, une nouvelle année commence, que je vous souhaite d'ailleurs à tous très heureuse en tout ce que vous voulez. Une nouvelle année donc pour Viva Culture et une nouvelle grille aussi. Cette petite rubrique des spectateurs va fermer son micro et laisser la place à d'autres voix après presque 70 rendez-vous. Avant de passer le relais, jetons un coup d'œil sur ce début d'année et les festivités qui s'annoncent en ribambelle en ce mois de janvier. Dans quelques jours, il nous faudra choisir entre deux tentations irrésistibles pour les spectateurs curieux que nous sommes. Un choix difficile, car évidemment, elles arrivent en même temps. 2 festivals ici au Havre, un festival de cinéma et un festival littéraire. Rien que ça. Quel programme vraiment. Le cinéma d'abord, dès mercredi 15, débutera au Sirius, comme dans toutes les salles d'art et d'essai de France, le festival Télérama. Pendant une semaine, on pourra voir ou revoir les films qui ont marqué les critiques du magazine. L'occasion de se rattraper ou de replonger dans les délices d'un film qu'on a aimé. Bien sûr, on peut toujours revoir un film chez soi, grâce à la multiplication des écrans et des canaux de distribution. On vient de voir d'ailleurs à quel point la fréquentation du cinéma a évolué avec les nominations du géant du streaming Netflix aux Golden Globes la semaine dernière. C'est l'antichambre des Oscars en général. De la même façon, la 5e édition du Festival des séries organisée en décembre ici par Havre de Cinéma a confirmé ce nouveau regard sur les séries télé et leur reconnaissance aussi. Enfin, des chiffres récents confirment à la fois la bonne santé de la fréquentation des salles de cinéma en France, mais aussi le vieillissement du public. Donc, on ne sera peut-être pas entouré de jeunes gens au Festival Télérama du 15 au 21, mais on pourra se régaler en revoyant par exemple le dernier Almodovar sur grand écran, dans une salle obscure, sans aucune autre tentation que l'image sur l'écran géant. Pas de téléphone, pas de tablette pour nous distraire, juste Penélope Cruz et Antonio Banderas, dans ce magnifique Douleur et gloire, brillant hommage au cinéma et à la fiction, où la vie du héros se mêle à celle de ses personnages et à celle du réalisateur. On a hâte d'y retourner. Et si on ne trouve pas notre bonheur au ciné, on ira goûter aux gourmandises annoncées dans le Festival littéraire du goût des autres le week-end prochain. Du 16 au 19, la 9e édition nous invite à tous les plaisirs. Plaisir de lire, de vivre, de découvrir des livres, des textes, des mots, des auteurs, des comédiens, de la musique. Et comme cette année, les rendez-vous sont donnés aux 4 coins de la ville, il faudra tenir un emploi du temps précis. Heureusement, le week-end est ponctué de découvertes gourmandes au sens propre, de quoi reprendre des forces pour faire la route. Les madeleines de Proust, un brunch à la Galerne, la soupe de Marguerite Duras ou des soupes du monde pour tenir le coup et courir aux rencontres avec des écrivains. Cécile Coulon, Sylvain Prudhomme, Christophe Onodibio, Olivier Adam, ou aux lectures musicales ou pas. La Servante écarlate avec Julie Depardieu, les calendriers de Robert Cottard par Jacques Bonafé, Du côté de chez Swann par Emmanuel Noblet, ou Mangez-moi d'Agnès de Sarthe, lu par elle-même. Bref, il y en aura pour tous les goûts et dans des lieux très différents. C'est fini les journées entières au Magic Mirror où on enchaînait les découvertes les unes après les autres. Cette année, le festival s'éclate,
Ah bah, et nous aussi, on espère. Du Volcan à la BU, des Bains des Docks à la Galerne, à Niemeyer, au THV, au fil des pages, sauf pour la musique. Ah, ouf. Alex Baupin clôturera le week-end le dimanche à 19h dans le tout nouveau Magic Frissard, nouveau lieu, nouveau nom, à ne pas confondre avec le Magic Perret sur la place du même nom, qui accueillera la veille, le samedi 18 à 21h, le grand thé dansant 1978. De la musique, du spectacle, des paillettes, un bal pour tous et des airs de Joe Dassin qu'on n'a pas oubliés. Flashback 40 ans en arrière. Mais ce samedi 18, vous irez peut-être aussi au Tetris en dehors du festival pour un concert plus année 2020. Et pour découvrir le groupe prometteur d'Adrien Le Prêtre, Samba de la Muerte, qui viendra présenter son dernier album très remarqué par la critique, A Life with Large Opening. Et en avant-première, vous pourrez l'écouter ce mardi 14 à 22h dans l'émission de Laurent Goumard sur France Inter, un live avant le Tetris, pas mal. Alors ce samedi 18, que choisirons-nous ? Les tubes de 1978, les hits inoubliables de Joe Dassin ou l'élégant mélange de musique électronique et acoustique de Samba de la Muerte et son invitation à s'ouvrir au monde, la nostalgie du passé ou les promesses de l'avenir, à vous de voir. Moi, j'ai choisi les deux. Comme pour cette chronique radio, je vais garder la nostalgie de cette petite rubrique des spectateurs qui va s'arrêter, mais qui a palpité pendant presque 3 ans grâce à Westrack, grâce à Mathieu, grâce à vous qui l'avez écouté. Et je vais me tourner vers les aventures pleines de promesses qui nous attendent à l'aube de cette nouvelle décennie, parce que la vie continue, et comme le chantait si bien Joe Dassin, ça va pas changer le monde que je change de maison. Alors, au revoir et merci. C'est drôle, tu es parti, et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Changer le monde, il a trop tourné sans nous, il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Poussière d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Seul qui a changé, moi je suis resté le même, celui qui
Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'Alvéole 17, rue au Fort de Tourneville, et je vais demander à l'artiste de se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie Aubourg, je suis plasticienne, et là vous êtes dans mon atelier que je partage avec 4 autres amis à l'Alvéole 17 au Fort de Tourneville. Pouvez-vous me donner votre parcours ? Du coup, j'ai fait le lycée Saint-Vincent-de-Paul en artisanat, métier d'art, communication graphique. C'était un CAP et un bac pro après, sur 4 ans. Et puis ensuite, j'ai fait l'école des beaux-arts durant 3 ans. Et ensuite, j'ai participé à pas mal de projets collectifs ou solo. Lesquels, par exemple ? Le premier gros projet qu'on a fait, c'était avec le collectif Les Amarres, La Friche, en 2016. Coucou. C'est Marie Nouvelle qui arrive. Notre premier gros projet qui s'appelait La Friche, donc c'était au quartier d'Anton. On a été 40 artistes en résidence dans 1000 mètres carrés et on a ouvert au public durant 1 mois. C'était visité par 2500 personnes. Voilà. Ensuite, j'ai continué des projets aussi collectifs, notamment avec Alexandre Le Bourgeois, qui est aussi ici dans l'atelier, à la Maison de l'Étudiant. J'ai exposé au Chat Bleu, j'ai fait aussi des fresques. J'ai travaillé pas mal sur l'architecture Perret, où je prenais les photos de l'architecture. Ensuite, je découpais des immeubles. Donc je les photocopiais en plusieurs exemplaires et je travaillais dessus pour faire des formes assez surréalistes de la ville. Donc vous pouvez voir mon travail à la bibliothèque Armand Salacrou. Il y en a une aussi au Tetris et aussi au service culturel du Crous, rue Casimir de la Vigne, au Havre. Et avec la CIMES, qu'est-ce que vous avez fait ? Du coup, Miguel Doamaral, qui est l'ancien président des Amarres, a une galerie rue Montmorency, en bas des escaliers, qui ont récemment été repeints par les habitants du quartier, et qui est un projet de Miguel, qui est donc sa galerie est en bas de cette rue, et ce qui nous a permis, notamment l'année dernière, de faire une exposition avec les Amarres qui s'appelait Tintamarre. C'est bien. Et comment vous donnez des cours, sinon des ateliers ? Bien, du coup, suite à plusieurs projets et expositions, on a décidé avec 5 artistes du collectif de monter notre association qui s'appelle le Lab, ce qui nous a permis d'être à l'Alvéole 17 aujourd'hui. Donc ces derniers mois, on a un peu travaillé à la construction de ce lieu et tous les jeudis soirs, on accueille l'artiste Thomas Tranier qui donne des cours de modèles vivants. Tous les jeudis de 19h à 21h. Voilà. Et c'est 10 € les 2 heures. Donc pour un modèle et un professeur. D'accord, je vous remercie. Et puis, vous ne travaillez pas avec les écoles, j'avais cru comprendre. Si, j'ai fait, à côté de ça, je fais des ateliers aussi. En fait, ça dépend du type de public et aussi du type de lieu dans lequel il se trouve. J'aime bien J'aime bien créer un atelier en fonction et du public et du lieu dans lequel on travaille pour faire des installations ou pour découvrir l'espace à travers la photo ou des installations. Le projet en ce moment, le premier projet en ce moment, sur lequel vous vous penchez. Mon projet personnel en ce moment, oui. je travaille sur des photos qui m'ont été offertes un peu comme un héritage qui appartenait à une personne qui est décédée. Et donc j'ai eu 2 boîtes avec 1000 photos de végétation, donc plutôt des gros plans de plantes. Donc pendant une semaine, j'ai commencé à les trier pour les assembler parce qu'il y avait beaucoup de multiples de certaines photos. Donc c'était une sorte de memory géant, ce qui m'a permis de vraiment connaître du coup toutes les images.
Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre tous les multiples, chacun à leur tour, et à étudier chaque image pour pouvoir la valoriser avec ces multiples. Et ensuite, je les assemble. Donc ça crée un peu soit des spirales, soit des formes un peu géométriques. Ça ressemble un peu à des tableaux, certains, j'ai trouvé. Oui, en fait, l'aspect aussi de la photographie est assez intéressante parce que vu que c'est de l'argentique en très bon tirage, ça donne les couleurs, certaines photos donnent presque cet aspect peinture. Il y en a aussi en 3D, j'ai remarqué. Oui. C'est pareil, je reprends une image et je découpe cette même image et ensuite je les assemble et en fait en plusieurs dimensions, ce qui permet à l'image de sortir d'elle-même. Je crois que le mieux, c'est encore de venir les voir. Ce sera à peu près à quel moment ? Je pense que là, d'ici 1 mois ou 2, vous aurez le lieu de l'exposition. Ce sera sur votre site ? Oui. Sinon, quel autre projet ? Oui, au mois de juin, du coup, avec le lab, l'atelier là où on travaille, l'Alvéole 17, on va travailler avec des écoles, associations, pour construire des costumes, enfin, en lien en tout cas, ou de la scénographie avec ce carnaval-là. Et les enfants sont associés à la fabrication ? C'est ça, à la fabrication des costumes. C'est très intéressant. Enfin, je pense qu'il faut bien se régaler. Voilà, en recyclage surtout. Voilà, là on est en projet, on est en train de tester et... Ça devrait le faire. Oui. Est-ce que vous avez des rêves ou un rêve ? De pouvoir continuer mon travail d'artiste et être heureuse. C'est déjà un beau projet. Avez-vous une définition de la culture ? Que la culture, ça peut être tout et n'importe quoi, et tant qu'on s'y intéresse et qu'on le partage, c'est ça, la culture, La ouais. culture pour vous, c'est ça. Et vos adresses alors ? Du coup, j'ai un site internet, c'est julieaubourg.fr. Donc, et ensuite, l'adresse de l'Alvéole, c'est LH @ sur Facebook. Vous pouvez les player ? Oui, alors julieaubourg.fr, c'est JULIEAUBOURG.fr. Et sinon, c'est LHARTBASE sur Facebook. Avez-vous autre chose à ajouter ? Non, je vous souhaite une très bonne journée. À vous de même, je vous remercie. Minutes chronique. La maison étroite que nous avons pu voir et visiter depuis l'été, avenue Foch, a été démontée pendant la semaine passée. C'était une œuvre d'art qui se faisait passer pour un jouet. Enfin, quand je dis ça, je ne suis pas tout à fait honnête puisque, sur un pupitre à l'extérieur de la maison, on apprenait, écrit en toutes lettres, qu'il s'agissait là de l'œuvre d'Erwin Wurm, artiste autrichien. On y lisait que cette maison était la copie d'une autre, bien réelle, qui a existé dans le passé dans des proportions convenables pour accueillir des habitants. Sur la pelouse, entre la chaussée et la contre-allée, sous les arbres, vers les numéros 90 de l'avenue, les dimensions étaient bien différentes. Quand la porte était ouverte, on pouvait y pénétrer et se faufiler dans l'entrée et avancer dans la succession des pièces, au cœur de cet intérieur polissé, bien rangé, gentiment coloré, presque chaleureux, sinon qu'on s'y sentait à l'étroit, comme dans un vêtement étriqué. Visite à la fois cocasse et attendrissante. Cet espace rétréci pouvait faire penser aux métamorphoses des contes de fées ou aux proportions changeantes dans Alice au pays des merveilles. Sauf qu'il ne s'agissait pas du tout de cela. Nous pénétrions dans la reproduction d'un véritable intérieur, celui des parents de Erwin Wurm en Autriche dans les années 60. Le cadre de l'enfance de l'artiste. Modifié, rétréci, espace contraint, entre deux murs à 1,30 m de distance.
L'aspect ludique de cette construction recouvre le souvenir intime d'une époque et dans un pays où la vie courante était soumise à des moyens modestes et à l'obligation de s'y adapter. On peut y voir aussi comment, dans des conditions de privation, la fierté exige un environnement ordonné, coquet, décent, dans une sorte d'hygiène pour pallier la petitesse des ressources en composant avec ce que l'on a. Ici, l'espace réduit symbolise avec malice une gêne. Erwin Wurm est né en 1954. Il a étudié la sculpture à l'école d'art appliquée de Vienne. Il a été professeur aux Beaux-Arts de Paris et commissaire d'exposition. Dans son travail artistique, il questionne les notions de volume, d'équilibre, la place dans l'espace. C'est en 1990 qu'il expose ses premières œuvres, lesquelles sont impalpables puisqu'il s'agit de sculptures de poussière, sous cloche ou dans un rectangle au sol. Évidemment, on pense à Marcel Duchamp et à son élevage de poussière. Est-ce un hommage ? Peut-être. Puis il passe à la performance. Les figures d'1 minute, pendant lesquelles il demande aux visiteurs des musées où il expose de prendre une certaine position pendant un instant. Ces derniers sont invités à rester debout sur des ballons ou à enfiler une dizaine de pulls. Quelle que soit la position, elle est toujours malaisée, oblige les corps à s'adapter à des postures contraignantes, en équilibre ou dans l'embarras. Ces sculptures vivantes et éphémères font alors l'expérience de l'inconfort. Erwin Wurm se sert aussi des objets qu'il place dans des dispositions instables. L'absurdité et l'humour perdurent au cours des années dans le travail d'Erwin Wurm. Mais petit à petit, ce qui semblait purement ludique prend une tournure plus critique, comme un retour sur ce qui aurait tenté de s'exprimer pendant des années sans vraiment pouvoir se dire clairement. En 2003, il crée la Fat House, une maison qui ressemble à une gelée compacte, en train de gonfler et qui déborde même des limites du toit. Symbole d'une société qui en veut toujours davantage et qui consomme jusqu'au malaise. À l'inverse de la maison étroite, créée en 2010, qui symbolise, comme on l'a vu, le manque et la privation. Cependant, le thème principal en est toujours la capacité à s'adapter, soit par obligation, soit par désir d'atteindre quelque chose, parfois jusqu'à l'absurde, comme le bateau mou que l'on peut voir depuis 2007 sur le parcours du voyage à Nantes, au canal de la Martinière, et qui semble, grâce à une distorsion, vouloir rejoindre la Loire. I am attracted by anonymous architecture, warehouses or bunkers. Ainsi, pendant l'été 2019, la ville a accueilli pour un temps indéterminé la maison étroite. Avant Le Havre, on l'a construite à Marseille, à Venise, à Berlin, à Vilnius, à Vevey en Suisse, à Pékin, en Autriche bien sûr et sans doute ailleurs. La maison étroite qui prenait si peu de place, mais encore trop, aurait pu faire partie du paysage havrais pour longtemps. Et comme presque chaque fois qu'une œuvre d'art est érigée dans l'espace public, et que comme presque chaque fois des voix s'élèvent pour contester sa présence, si cette présence avait été maintenue, nul doute qu'avec le temps, elle serait devenue un objet indissociable de la ville, une fierté, et je dis à l'oreille de ceux que cela intéresse, un aimant pour le tourisme. Hélas, elle déplaisait aux habitants de quelques mètres carrés. Si l'on ne peut pas toujours défendre l'art, tant il est parfois pour certains difficile à reconnaître, on aurait pu s'accorder à la fantaisie, à l'irruption bienfaisante de l'humour et de l'imaginaire dans notre quotidien. Il y aura bientôt 3 ans, Le Havre fêtait ses 500 ans, avec la volonté exprimée d'accueillir l'art dans ses rues, de transformer la ville, de la réenchanter. Était-ce simplement une diversion ? On ne joue plus. Pour conclure, voici ce qu'a déclaré Erwin Wurm à propos de son travail. Le jeu possède à mon sens une grande force, un vrai pouvoir de subversion. L'humour et le jeu permettent vraiment de soulever beaucoup de questions, de faire passer beaucoup de choses, sans se montrer blessant ou doctrinaire. Nous vivons sous une forme de dictature économique de plus en plus forte. Les inégalités se creusent et nous vivons les uns et les autres dans des réalités de plus en plus éloignées. Mon travail est très lié à ce constat.
J'ai été élevée dans les années 1960-1970 et le monde d'aujourd'hui est de plus en plus dominé par l'argent, que ce soit le monde du travail, celui de la mode ou même de l'art. J'en fais partie et par conséquent, je pose des questions. Vous pourrez réécouter cette chronique en podcast. Vous pourrez aussi en lire le texte sur le site de la MCH, 10 minutes chronique, y trouver des liens, en particulier une vidéo de l'artiste en français et quelques autres en allemand. À vos dicos et à bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.